Bonsoir et bienvenue à tous. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur ce deuxième jour de reprise du mouvement de grève du côté du CHM. Le personnel hospitalier ont de nouveau bloqué les services de consultation. Une rencontre est prévue avec l'intersyndicale le 4 décembre prochain à l'ARS. Le point au cours de cette édition. Merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de votre JTM. La grève continue pour les agents grévistes du CHM. Ce matin, les syndicalistes ont eu une altercation avec leur direction devant le service des urgences. L'ARS a convoqué les syndicalistes le 4 décembre prochain afin d'arriver à sortir de ce conflit qui ne fait que s'enliser. Néanmoins, la date est jugée bien trop lointaine par les membres de l'intersyndicale. Et explication. En France, le tabac reste la première cause de mortalité évitable et à Mayotte, le premier facteur de consultation au service d'addictologie. C'est pour contrer cet état de fait que des professionnels de santé de l'addictologie, de l'éducation et du médico-social de Lille se mobilisent tout le mois de novembre pour sensibiliser et accompagner les personnes qui sont prêtes à relever le défi suivant: passer un mois sans tabac. Focus au cours de cette édition. Demain, la commune de Chiconi accueillera la finale de la Coupe de la Ligue. Le coup d'envoi du match sera donné à 14 h au stade départemental où les espoirs de Mtsapéré affronteront les Tonnerres du Nord. Une conférence de presse a eu lieu ce matin afin de faire le point sur l'événement sportif. Coup de projecteur sur ce bel événement à venir à la fin de votre journal. La grève se poursuit au CHM avec un personnel hospitalier bien déterminé à mener son combat. Le 4 décembre prochain, les organisations syndicales sont invitées à la table des négociations au sein du siège de l'ARS de Mayotte afin de parvenir à un accord. Une date cependant trop éloignée pour les grévistes. Le mouvement est donc monté d'un cran ce vendredi. Les différents services de consultation de l'établissement ont de nouveau fait l'objet de blocages. Sur place, Bastien Sabouret. Nous sommes devant l'hôpital de Mamoudzou. Ici, l'ambiance est tendue. Les syndicats n'ont pas été reçus par l'administration hier. Du coup, la grève est reconduite aujourd'hui. Les manifestants demandent une équité entre les salariés du CHM de Mayotte et ceux de la Réunion. Ils réclament 53% d'indexation ainsi qu'une reconnaissance de la surcharge de travail et de risque de burn-out à travers le versement d'une prime de 200 € au minimum. Une ambiance tendue qui se dirige en direction des urgences ce matin. Les effectifs ont été renforcés dans le service et des consultations y ont lieu. Un changement qui n'a pas échappé aux yeux attentifs des syndicats. On est d'accord là-dessus. Et pourquoi les médecins sont venus en renfort de Jacaranda? Ils sont venus pour faire du tri. Et les autres fois, quand il y a du monde, quand les gens patientent. Il est certain que bloquer l'entrée des urgences pose un problème de fonctionnement du service public. Il est certain que ça perturbe le fonctionnement des urgences. Je ne peux pas vous dire le contraire. Le droit de grève a ses limites. Il est interdit aux grévistes de porter atteinte à la bonne marche de certains services. Les urgences en font partie. S'ils se sentent incompris, les syndicats sont obligés de quitter les lieux. À titre personnel, je pense, du moment qu'il y a une date de fixée, un rendez-vous est arrêté avec l'ARS pour le 4 décembre, il est souhaitable que les agents reprennent leur service et que chacun reprend son activité dans la sérénité en attendant que cette réunion ait lieu le 4 décembre prochain. Le gouvernement a promis de recevoir les syndicats le 4 décembre prochain. La date est trop lointaine pour convenir aux manifestants, alors la grève bat son plein. Et les patients doivent prendre leur mal en patience. Dena kuambia bweni vale ambavani tufanya jiji vani ambavani wabala wantu kaspara wangia bawa mtamwadi wabo lazimwani tuna mundu kupe kwanto wabo wabo tilemewa wao lazimwani ndregela goni basi kabuliptalde na kamta ndo fa hoa na fene kasi bona bone be problème les deux.
Une grande cause doit souvent être soutenue au détriment des causes personnelles. Si l'idée ne fait pas l'unanimité, du côté des syndicats, on est convaincu que l'action est justifiée. On ne peut pas se battre pour une cause qui est grande, qui est pour tout le département et l'avenir de la santé à Mayotte, et penser à ma grand-mère. Bien sûr, j'ai de la famille, j'ai des gens qui sont malades. Dans ma famille, il y a des chroniques. Je suis tout à fait d'accord. Et si malheureusement, il y en a un d'eux qui doit mourir aujourd'hui, je demande des excuses à ma famille. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire les choses et puis penser, il y a les urgences. Les urgences sont là, les urgences ne sont pas fermées. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui, manifester aujourd'hui, je veux tuer toutes les familles des autres. Le département est une nouvelle fois touché par une forte sensation d'incompréhension des grévistes vis-à-vis de son gouvernement. Le plus grand désert médical de France demande en urgence l'intervention de l'État. A noter que les agents du centre hospitalier de Mayotte ont décidé de poursuivre le mouvement. L'ensemble des services devrait être à nouveau perturbé dans les prochains jours. Au chapitre de l'immigration à présent, retour sur ce drame qui s'est déroulé mercredi dans la soirée au nord de l'île. Un nouveau naufrage de Kwassa a fait 6 morts près de l'îlot de Mtsamboro. Un naufrage de plus qui fait réagir ce vendredi Isiaka Abdillah, vivement monté au créneau et qui n'hésite pas aujourd'hui à pointer du doigt les hommes politiques comoriens et les désigner comme responsables de ces naufrages à répétition. L'ancien conseiller départemental de Bandrabois va jusqu'à demander au peuple comorien de se révolter et de réclamer des comptes à ses responsables politiques. Ça ne s'arrêtera jamais tant que les Comoriens d'Anjouan, de Mouéli, de la Grande Comore et d'ailleurs, je ne parle pas de ceux qui sont au pouvoir, qui arrivent en vélo dans les ministères et qui repartent avec des Mercedes. Mais je parle des Comoriens qui sont sujets, le peuple comorien qui est sujet à ces drames. Je lance un appel pour leur dire que la solution, c'est pas Mayotte, c'est encore moins ailleurs de partir. La solution, c'est de prendre en main les affaires de leur pays, de se révolter contre les dirigeants qui les ont mis pendant 40 ans dans cette situation. Certains pays l'ont fait. Je parle du printemps arabe, je parle de certaines révolutions en Afrique noire, en Afrique centrale, et qui ont pris leur destin en main. Propos recueillis au micro de la matinale de Kwezi. À présent, dans votre journal, la colère d'un habitant. Un propriétaire de la commune de Dimbéni assiste depuis de nombreux mois à l'abandon de déchets industriels sur sa propriété située à Ajingwa. Carcasses de voitures, machines à laver ou bien encore gravats, le lot de déchets s'entasse au fil des jours. Aujourd'hui, l'homme tire la sonnette d'alarme. L'abandon d'épaves industrielles, un phénomène de plus en plus important dans le département et de plus en plus difficile à éradiquer. Reportage. Une jungle de métaux et de carcasses désossées, voilà le triste spectacle auquel assiste impuissamment Jas Mendez. En quelques mois, sa propriété de 6 hectares est devenue le cimetière de déchets industriels. Aujourd'hui, l'homme accuse le coup. On retrouve toutes sortes de déchets, on a des carcasses de voitures, on a des machines à laver, des moteurs, des sièges de voiture. En général, c'est surtout des véhicules. On se sent quand même un peu abandonné parce qu'on ne sait pas trop pourquoi on vient nous jeter ce type de déchets. On ne sait pas quelles sont les démarches. Donc on se rapproche de la mairie, on le signale à la police, mais ça n'arrête pas. Les gens continuent de venir jeter des carcasses de voiture. Et vraiment, le problème devient vraiment grave. Sur les 19 épaves abandonnées sur son site, 17 ont été identifiés. Jas Mendez a depuis déposé plainte auprès des services de la gendarmerie et pense désormais à fermer l'espace situé à la sortie de Ajingwa. Le terrain n'était jamais fermé, donc les gens ont pris l'habitude de rentrer, sortir. Mais vu qu'on subit ce genre de problème, je pense prochainement, on va bientôt fermer l'accès. Et ça, c'est dommage parce que des gens pouvaient aller faire leur grillade au bord de la mer. Et là, ils n'auront plus l'occasion à cause de ces problèmes-là. L'abandon de carcasses, le phénomène n'est pas nouveau.
Son combat également, mais la lutte semble tout de même bien difficile à mener pour les communes. S'agissant bien sûr d'un terrain privé, la commune ne pourra pas intervenir pour faire ce genre de nettoyage. Nous continuons donc notre politique de propriété et que nous invitons tout propriétaire de carcasse à venir nous signaler. Mais si c'est nous qui le faisons nous-mêmes, bien sûr l'avertissement pour enlèvement va être déposé et si ce n'est pas fait, on le fait, mais la personne sera obligée de payer 1700 €. 1500 donc une amende donc, qui sera versée pour la mairie et les 200 € pour l'entreprise qui va ramasser. Une bataille donc loin d'être terminée. Actuellement dans le département, seulement une société est habilitée à la récupération des épaves. L'année dernière, l'entreprise Enzo Recyclage a pu rapatrier 200 véhicules abandonnés contre 2000 en 2012. À présent, un constat dans votre 19h avec ce chiffre, 78 000. 78 000, c'est le nombre de décès par an en France, conséquence du tabac, première cause de mortalité au niveau national. Pourtant, près de 70% des fumeurs déclareraient avoir envie d'arrêter de fumer. À Mayotte, 30% de la population fumerait et actuellement, le tabac est la première cause de consultation au service d'addictologie de Mayotte. C'est pourquoi, pour la première fois sur l'île aux parfums, des professionnels de santé du champ de l'addictologie ainsi que de l'éducation et du médico-social ont pris part au mouvement national en mettant en place le mois sans tabac avec un objectif, inciter et accompagner tous les fumeurs volontaires dans une démarche d'arrêt du tabac. Adèle Laurent. Arrêter de fumer tout le mois de novembre. Tel est le défi collectif lancé par les partenaires de l'événement Le Mois sans tabac. Dépendance, risque pour la santé, celle de l'entourage ou encore effets négatifs sur la peau, les cheveux mais aussi les économies. Fumer est loin de présenter des avantages. C'est pourquoi à Mayotte, 16 partenaires sont mobilisés pour une vingtaine d'actions afin de relayer le message et d'accompagner les fumeurs à l'arrêt du tabac. Et parmi ces partenaires se trouve notamment le Centre régional d'information jeunesse qui a choisi une manière moderne de sensibiliser les jeunes. Dans ces locaux, on va proposer un accueil oral déjà pour expliquer ce qu'est le dispositif et on va mettre l'accent sur les outils du numérique. Alors surtout sur les aspects de Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux, pour présenter les outils de dispositif Mois sans tabac. Nos relais aussi Facebook vont aussi permettre de donner les contacts des partenaires ou d'acteurs sur la santé, notamment les services d'addictologie du CHM ou ce genre de choses. Et on aura aussi des outils qui vont nous être disposés par l'IREPS, dont les outils que propose le dispositif Mois sans tabac, qu'on pourra en tout cas distribuer aux participants. Et le mois sans tabac, c'est de la sensibilisation, mais aussi des actions, à l'instar de celles menées par l'association Fahamou Maïcha, qui propose un accompagnement dans l'arrêt du tabac et des activités collectives compensatoires. Le sport, par exemple, ça peut être un très bon palliatif justement pour les gens qui veulent arrêter. Du coup, on va mettre en place 2 marches. Ça va être la montée vers le Mont Chungui et donc le Mont Benara. Et on souhaite finir avec le dernier week-end du mois de novembre avec une grande journée qu'on va organiser au sud de Mayotte. Et là, il y aura du fitness, il y aura, voilà, l'idée c'est vraiment d'inciter les gens qui veulent en tout cas arrêter, de se rapprocher en tout cas du milieu sportif pour qu'ils puissent arrêter, en tout cas faciliter l'arrêt du tabac. En plus de cela, on a des partenariats donc avec le milieu sportif, que ce soit avec la Ligue de football de Mayotte ou les autres ligues aussi. Donc du coup, on a choisi donc de mener cette action en partenariat avec ce milieu-là, d'où nos interventions qui vont y lieu dans toutes les finales qui restent là à jouer. Donc et ça commence dès ce week-end à Chiconi avec la finale de la Coupe de la Ligue. Autre partenaire incontournable de ce mois sans tabac, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Ces actions de sensibilisation au danger du tabac, mises en place avec l'association Saomé, s'adressent au grand public, mais également aux professionnels. Et les professionnels sont autant concernés que toute personne lambda. Donc il y a des actions, parmi les actions identifiées, des actions au sein des entreprises ou des structures institutionnelles qui visent notamment à sensibiliser les professionnels en fait qui sont
dans ces structures, qui travaillent dans ces structures. L'État s'est mobilisé pour accompagner les personnes qui se lancent dans le défi. Donc il y a des plateformes, notamment le site internet du Tabac Info Service qui est là pour accompagner, encourager les personnes qui se lancent dans le défi. Prochain temps fort pour l'IREPS, la matinée du 10 novembre à leur kiosque situé à la Barge, où des agents seront présents pour informer tout un chacun sur les aides disponibles à travers ce dispositif. Une occasion pour les habitants de Mayotte de relever le défi et d'arrêter de fumer ensemble et en équipe, car un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. À bon entendeur, économie à présent avec cet événement à suivre ce week-end. À l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, ce samedi, l'hémicycle Younouss Abamana fera l'objet d'une première table ronde, une rencontre organisée par la BGE Mayotte, une conférence pour échanger sur les mécénats et les dons aux associations. Présentation de ce rassemblement avec le chargé de projet. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Soundi Mohamed. Bonsoir. Merci d'être dans ce 19h. Alors, avant de parler de cet événement, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Alors, donc, l'économie sociale et solidaire, en fait, ça désigne un mode d'entreprendre qui est composé essentiellement des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations. Alors, quelle place tient-elle justement ce système dans le département? Dans le département, on n'a pas encore les chiffres, mais au niveau national, on sait que l'économie sociale et solidaire composée de toutes ces entreprises que j'ai citées représente 10% du PIB, avec 12% des emplois. Donc, c'est quand même une économie qui a du potentiel. Et avec la loi de l'économie sociale et solidaire de 2014, justement, cette loi-là encourage justement le développement de l'économie. À Mayotte, ça commence à se développer. On a par exemple la mise en place du dispositif local d'accompagnement qui est effectif à partir de 2017. Et justement, ça montre quand même qu'il y a un potentiel qui est soutenu par la collectivité. Donc on peut dire aujourd'hui l'entrepreneuriat social est un enjeu pour la croissance et l'emploi dans le département? Effectivement, c'est un enjeu pour la croissance, surtout que l'économie sociale et solidaire se base généralement, c'est une économie qui tend à répondre à l'utilité sociale. Aujourd'hui, à Mayotte, on constate que 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, forcément, c'est une économie qui a de la place, puisque c'est une économie qui tend à resserrer les liens sociaux lorsque ceux-ci sont sont en perdition. Donc c'est une économie qui a toute son importance et c'est une économie qui crée de l'emploi. Je prends généralement l'exemple de l'association Tama. Aujourd'hui, Tama, c'est plus de 200 salariés permanents. Et c'est une association. Et donc d'autres associations également à Mayotte créent des emplois et ça se développe. Une bonne nouvelle pour notre île. Parlons à présent justement de cet événement qui aura lieu demain à l'hémicycle Younouss Abamana. Demain à partir de 8h, si je ne me trompe pas. Alors, sont attendus sur la table des experts du monde associatif et des entrepreneurs également pour faire part de leurs témoignages. Alors, vous avez décidé de parler du mécénat et des dons aux associations. Pourquoi ce thème tout d'abord? Donc, ce thème en fait parce que depuis que le dispositif local d'accompagnement existe à Mayotte, donc depuis janvier 2017, on accueille des associations qui nous parlent, qui nous disent on a reçu des dons aux associations, mais en fait ces associations-là ne savent pas en fait qu'il s'agit du mécénat et ce que ça implique en fait. Et donc l'idée de cette table ronde justement, c'est de mettre en avant les entreprises mécènes qui existent à Mayotte et justement de valoriser leurs actes et de dire aux associations c'est une ressource, puisque aujourd'hui on a la disparition, par exemple, pour ne citer que ça, la disparition des CUI. Il va falloir compenser, il va falloir des ressources provisoires pour pouvoir créer de la ressource propre, puisqu'aujourd'hui une association ça ne vit pas que de subventions, ça doit produire de ressources et ça doit être un acteur économique important. Donc vous parlez de cette disparition justement du dispositif de CUI. Pour vous, c'est un véritable handicap pour le département? C'est un véritable handicap justement parce que c'était un SAS qui permettait à une association de pouvoir créer un emploi. Ça permettait de financer un poste dans un temps limité, et bien sûr 6 mois, pour pouvoir créer de la ressource. Et c'est dommage. Maintenant, on ne doit pas se laisser faire, on doit retrouver des ressources et notamment les entreprises qui se portent bien généralement peuvent aider une association à aller de l'avant.
Alors, on rappelle, vous êtes le chargé de projet au sein de la boutique de gestion d'entreprise à Mayotte. Vous accompagnez justement des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises depuis maintenant 18 ans dans le département. Ça commence à faire, comme on dit. Comment dire, aujourd'hui, quelles sont les difficultés dans vos missions? Donc aujourd'hui, d'abord BGE Mayotte, comme vous l'avez si bien dit, donc nous sommes une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on est, quel que soit le domaine de création, on est présent. On accompagne, donc on existe depuis 1997, on a plus de 1500 entreprises qu'on a créées. On a de grosses entreprises aujourd'hui, par exemple MAP, qui a été accompagné par BGE Mayotte. Aujourd'hui, notre difficulté, on va dire, c'est vraiment diversifié, par exemple. Nous, on a organisé récemment le salon de l'entrepreneuriat au féminin. Justement, on a constaté que les femmes créent beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, nous, on souhaiterait que les femmes créent des entreprises qui embauchent. Puisqu'aujourd'hui, on est dans le commerce et généralement, je tiens mon commerce. Qu'est-ce qui explique justement cette difficulté à ces femmes d'embaucher aujourd'hui? Mais justement, c'est la vision, en fait, et c'est surtout le domaine d'activité. Donc vous travaillez sur ce point-là justement avec ces mêmes personnes? Effectivement, on travaille sur ce point-là. Alors la fin d'année approche, quel bilan aujourd'hui faites-vous de vos missions? Donc nous, déjà le dispositif, le DLA, on avance, enfin la BGE Mayotte, local d'accompagnement. On avance et on a vu qu'en 2017, on a accueilli le dispositif local d'accompagnement, justement, qui est un dispositif réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les mutuelles, les fondations et les entreprises, d'ailleurs je le rappelle, les entreprises qui ont reçu l'agrément utilité sociale. Donc ces entreprises font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on a identifié ce domaine-là comme potentiellement porteur. Et donc on va créer en 2018 un pôle ESS qui va nous permettre justement d'accompagner à la création de ces entreprises-là. Et de nous spécialiser justement et de recruter pour pouvoir vraiment avancer sur ce domaine-là et structurer cette économie. Et donc, pour ce qui est de BGE Mayotte, on a un bilan qui est assez important puisqu'on a organisé également le concours talent qui est pas mal important. Et j'ai pas encore les chiffres qui ne sont pas actualisés, mais cette année, on a constaté une augmentation du nombre de créations des entreprises au sein de BGE Mayotte. Et donc on peut avoir de l'espoir pour la suite justement, comme on dit. On peut avoir de l'espoir pour la suite et surtout de l'espoir pour Mayotte, puisque BGE Mayotte, aujourd'hui, c'est une structure qui est orientée vers la société et qui est tout à fait présent et qui répond aux besoins, puisqu'on fait également de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise sans être un expert du management, de la communication. Et justement, BGE Mayotte permet d'accompagner les entreprises à monter en compétences et à se professionnaliser de plus en plus. Donc on rappelle demain table ronde justement avec le thème le mécénat et le don aux associations. Quel sera le programme de la journée? La table ronde sur le mécénat et les dons aux associations, pardon. Donc ce sera à 8h30 à l'hémicycle Lunsa Bamana. Donc une première partie qui sera dédiée aux experts de l'économie sociale et solidaire qui vont nous parler du mécénat. Donc la DGSCS, la CRES et le dispositif local d'accompagnement également. Et on aura une partie où des entreprises vont témoigner. Des entreprises vont témoigner de leur stratégie de mécénat et des associations également pour nous parler de leurs difficultés à aller collecter ces fonds. Merci Sondi Mohamed, chargé de projet au sein de la boutique de gestion d'entreprise à Mayotte. Merci d'avoir accepté Merci notre invitation. 19h et bientôt 25 minutes sur Kwezi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci. Et laisse Olivier Magnan. Ramlati Ali, la première femme à devenir députée de Mayotte, a souhaité répondre à ceux qui l'accusent d'être trop silencieuse quant à son action. Elle explique ainsi qu'elle a d'abord été seule pour gérer le dépôt de ses comptes de campagne, validés par le Conseil constitutionnel, le contentieux électoral qui l'oppose à son concurrent Elad Chakrina, les formalités administratives que doivent remplir tous les parlementaires et les travaux à l'Assemblée nationale dont elle est l'une des secrétaires. Ramlati Ali a profité de l'occasion pour présenter officiellement l'ensemble de ses collaborateurs enfin opérationnels. Ces 4 assistants parlementaires sont dans leur grande majorité des élus locaux. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle partait actuellement à la rencontre des maires de certaines communes, à l'instar de celle d'Aqua. L'objectif est de prendre connaissance des différents recueils de doléances permettant d'accompagner les collectivités locales qui s'estiment non entendues et mal comprises par les services déconcentrés de l'État. Les 27 et 28 octobre dernier,
le préfet de Mayotte s'est rendu en mission à Madagascar en compagnie du secrétaire général pour les affaires régionales, Pierre Papadopoulos. L'occasion d'avancer sur la participation de Madagascar au programme européen Inter-Egg, géré par le préfet Frédéric Vaux. Ce programme doit se poursuivre jusqu'en 2020 et possède une enveloppe de 12 millions d'euros pour répondre à 3 priorités, la coopération économique, la coopération de santé et la coopération en matière de formation. Durant cette mission, les 2 hauts fonctionnaires du département ont rencontré l'ambassadeur de France à Madagascar, le ministre des Affaires étrangères malgache ou encore le chef de la délégation de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores. Les autorités malgaches ont ainsi confirmé leur volonté de participation au programme. Ce dernier vise notamment à renforcer les relations des départements régions d'outre-mer avec leur voisinage. Un travail de définition des projets concrets doit se poursuivre en partenariat avec le conseil départemental de Mayotte. Tous les médias privés de l'île viennent de co-signer un courrier destiné à la direction de l'ARS Océan Indien. Il est ainsi stipulé, je cite, « Monsieur le directeur régional, nous prenons bien note des différents communiqués de presse transmis par vos services concernant les quelques actions ou opérations de sensibilisation menées à Mayotte. En revanche, il nous semble que les moyens régionaux déployés sur le territoire sont bien en deçà de ce qu'ils devraient être et que vous oubliez systématiquement les médias locaux pour relayer vos campagnes de communication. Nous sommes destinataires que de vos communiqués de presse pour relayer le message au plus grand nombre. En clair, nous diffusons vos messages gratuitement et les moyens financiers consacrés à la communication vont aux panneaux 4x3 et autres médias du service public. Nous vous demandons de bien vouloir intégrer les médias locaux dans vos plans de communication, comme cela se fait en métropole ou à La Réunion. Football à présent, 3 semaines après la finale de la Coupe de France régionale, une autre finale se prépare. Ce samedi, le stade départemental de Chikoni sera le théâtre de l'affrontement entre les espoirs de Mtsapéré au Tonnerre du nord de Bouyouni dans le cadre de la Coupe de la Ligue. La rencontre promet d'être serrée entre 2 clubs qui jouent leur saison sur ce dernier match de l'année. Pour la Ligue, cette grande fête est également une occasion de mettre en lumière le championnat de promotion Ligue. Le point à la veille de ce grand événement sportif avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Espoir de Mtsapéré contre Tonnerre du Nord. Voilà l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue mahoraise. Une coupe destinée aux clubs évoluant dans la plus faible division du département. Une division qui, selon le président de la Ligue, mérite de faire parler d'elle. Comme vous savez, les clubs de PL ne participent pas à la Coupe de France. Donc, quelque part, c'est un peu leur finale de la Coupe de France à eux. Et là, il faut aussi qu'à tout seigneur, tout honneur, qu'on leur donne cette possibilité de montrer que en PL, il y a de belles équipes. En PL, il y a de très très bons joueurs. Et j'ai vu l'année dernière une équipe de PL, donc l'USCP Ontéou, qui est montée en PH, qui a fait un parcours exceptionnel en Coupe de Mayotte, qui cette année, j'ai regardé le classement, monte également en DHT. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont de mieux en mieux structurées vers le bas et elles demandent à être encouragées. Donc j'invite vraiment tout le monde à se rendre à Chikoni demain pour la finale. Du côté des 2 équipes, la pression monte à moins de 24 heures de ce grand rendez-vous. Même si pour l'entraîneur adjoint des espoirs de Mtsapéré, son équipe n'est pas favori de cette finale. On va là-bas parce que déjà on s'est préparé pour toute une saison, pour avoir une récompense à la fin de la saison. Donc là on y est presque, donc on se place en tant qu'outsider parce que vu le classement général de notre poule, donc en termes de buts marqués, en termes de buts pris, donc on est un tout petit peu en arrière comparé à eux. Du côté de Tonnerre du Nord, le discours n'est pas tout à fait le même. En effet, pour l'entraîneur, à ce stade de la compétition, seule la meilleure des 2 équipes l'emportera au terme des 90 minutes. Favori non, parce qu'on est même division. Je pense que cette année, nous 2, on a loupé nos chances pour monter en promotion. Donc une finale, ça se joue dans le terrain. Il n'y a pas de leader ni d'outsider. En marge du match, la Ligue de football a mis tout en œuvre pour ne pas revivre les incidents qui ont émaillé la finale régionale de la Coupe de France il y a de cela 3 semaines. On a pris les mesures, donc
le périmètre est barricadé, les clubs ont été invités, la préfecture et la gendarmerie ont participé avec nous aux différentes réunions d'organisation. Et là aussi, le colonel de gendarmerie qui était présent et le représentant du sous-préfet qui était là ont été très très stricts sur tous les aspects sécuritaires. Donc on n'a théoriquement rien laissé au hasard pour que demain tout puisse bien se passer. On n'est pas à l'abri, mais en tout cas, nous, on a mis en place ce qu'il faut pour que demain, la fête soit belle. Que la fête soit belle et que le meilleur gagne. Voilà ce qu'il reste à souhaiter à moins de 24 heures de cette prometteuse finale. Vendredi, jour de votre rubrique préférée, hashtag que retenir. Que retenir de l'actualité de la semaine? Et si on posait la question à Pierre Bellucci? Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors Pierre, cette semaine, notre patron, notre bien-aimé patron, nous a laissé l'occasion de nous ressourcer. Mais pour autant, l'actualité, c'est comme l'argent, ça ne dort jamais. Effectivement, jour férié oblige, on a eu une semaine un peu plus courte. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, beaucoup d'actualités, avec cette grève au centre hospitalier de Mayotte, une grève attendue qui était annoncée depuis plusieurs semaines, avec également ces policiers municipaux qui vont être armés, une demande de longue date qui a été assouvie par la préfecture de Mayotte, et puis aussi cette finale du sport, parce que le sport c'est aussi important et puis ça rassemble. Je vous propose justement de regarder un petit condensé de plusieurs interviews qui résument ces trois sujets. Il est certain que bloquer l'entrée des urgences pose un problème de fonctionnement du service public. Il est certain que ça perturbe le fonctionnement des urgences. Je ne peux pas vous dire le contraire. À titre personnel, je pense, du moment qu'il y a une date de fixée, un rendez-vous est arrêté avec l'ARS pour le 4 décembre, il est souhaitable que les agents reprennent leur service et que chacun reprend son activité dans la sérénité en attendant que cette réunion ait lieu le 4 décembre prochain. C'est dans la continuité de l'évolution de la police municipale à Mamoudzou. Donc on a besoin des moyens pour accomplir nos missions dans de bonnes conditions sécuritaires, vu de ce qui se passe actuellement dans la commune. Nous, on n'est pas là pour aller au front, pour dire qu'on est armé et donc on va faire du maintien de l'ordre. Non, c'est juste pour la sécurisation des agents, c'est pour leur propre sécurité, au cas où on se fait attaquer ou qu'on doit s'extraire d'une situation. On a pris les mesures, donc le périmètre est barricadé, les clubs ont été invités, la préfecture et la gendarmerie ont participé avec nous aux différentes réunions d'organisation. Et là aussi, le colonel de gendarmerie qui était présent et le représentant du sous-préfet qui était là ont été très très stricts sur tous les aspects sécuritaires. Donc on n'a théoriquement rien laissé au hasard pour que demain tout puisse bien se passer. On n'est pas à l'abri, mais en tout cas, nous, on a mis en place ce qu'il faut pour que demain, la fête soit belle. Et bien, on débute ce hashtag que retenir avec cette reprise de la grève du côté du CHM. Et cette fois-ci, elle est partie pour bien durer, j'ai l'impression. Oui, cette fois-ci, la détermination, elle se voit depuis qu'ils ont débuté hier. Ils ont bloqué l'ensemble du CHM, si ce n'est les urgences, et c'est un peu le cas dans tous les centres du département. Donc on voit effectivement maintenant, ils en ont assez, ça fait plusieurs fois qu'ils se mettent en grève ces dernières années. Ils ont été en grève tous les 3, 4, 6 mois. Là aujourd'hui, effectivement, ils attendent des réponses rapides. Ils ont eu une rencontre aussi le 10 octobre dernier avec la conseillère de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ils attendaient une réponse sous 3 semaines. Elle s'était engagée. Il n'y a pas de réponse. La seule rencontre, elle est prévue le 4 décembre prochain. Pour eux, c'est trop long. Ils refusent parce que surtout, ils ne savent pas ce qu'il y aura le 4 décembre. Donc, si dans le 4 décembre, on leur dit finalement, on peut pas assouvir vos revendications, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc, voilà, ils font le forcing. Alors après, effectivement, la méthode dérange parce que il y a des services du CHM qui sont fermés et forcément, il y a des malades, on l'a vu dans le reportage, qui ne peuvent pas accéder et qui ne peuvent pas être pris en charge par les professionnels de santé. Donc, c'est très très compliqué. Maintenant, voilà, on va suivre de très près cette grève parce que effectivement elle est partie pour durer et il risque d'y avoir des désagréments et on l'a vu, des tensions aussi autour du CHM. Alors eux par contre ont bien été entendus, il s'agit des policiers municipaux de la commune de Mamoudzou qui seront prochainement armés.
Effectivement, alors eux ont été entendus, ça fait longtemps qu'ils réclament d'être armés. Alors il faut aussi dire qu'au niveau national, la police municipale souhaite être armée parce que voilà, ils font face à de plus en plus de violences, des violences parfois avec armes, et ils ne sont pas dans la légitime défense, ils ont des difficultés. Lorsque quelqu'un pointe une arme à feu face à eux, ils ne sont pas du tout suffisamment bien équipés. Maintenant, effectivement, ça implique aussi une formation, il va y avoir une formation. C'est un arrêté de 3 mois qui accorde ces armes. Je pense que la préfecture veut voir ce que ça donne aussi, qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il n'y ait pas surtout de problème. Donc voilà, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les policiers parce qu'ils le réclamaient, ils en avaient besoin, aussi pour le moral je crois, parce qu'ils ont un travail très très difficile, notamment au sein du chef-lieu. Donc ouais, c'est une très très bonne nouvelle. On va suivre un peu aussi ces formations, on va même essayer de les suivre au plus près avec nos caméras. Alors une police municipale donc utile justement pour assurer la sécurité d'un grand événement sportif qui aura lieu ce samedi à Chekoni avec la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, finale de la Coupe de la Ligue, on a eu la Coupe de France, là Coupe de la Ligue cette fois. Ça va être un beau match parce que effectivement ce sont des clubs qui sont dans des divisions inférieures. On a vu le FCM contre les Diables Noirs de Combagny, là c'est un niveau inférieur, mais il y aura beaucoup d'intensité, c'est une finale, ils veulent tous les deux gagner. Et puis du côté de Mtsapéré, des espoirs de Mtsapéré, ils l'ont déjà gagné. Du côté de Tonnerre du Nord, c'est la première fois qu'ils prétendent au titre. Donc ça va être une belle finale, et puis voilà, c'est le sport aussi, ça fait du bien de parler de sport, ça fait du bien aussi d'évacuer toutes les problématiques. Là on rassemble, c'est un bel événement, on espère que ça va bien se passer, en tout cas tout a été fait pour, et on va suivre de très près, et puis bonne chance aux deux équipes aussi. Bonne chance effectivement aux deux équipes. Merci Pierre Bellucci pour ce hashtag que retenir. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce vendredi. Retour de l'information sur Cozy dès lundi à 6 h avec le trio de la matinale pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur KTV.